beaucoup, merci Calixte, merci à tous. Bonjour et bienvenue bien sûr dans ce magnifique lieu. Monsieur Jean-Luc Chenu, président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Monsieur Yannick Nadezan, premier adjoint à Madame la maire de Rennes, Madame Nathalie Appéré, Monsieur Manick Laoussine, directeur général adjoint de l'ARS Bretagne, Madame Marie Lécuyer, chère Marie, présidente de la FNADEPA Bretagne, Monsieur Laurent Perrenne, cher Laurent, président de la FNADEPA d'Ille-et-Vilaine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à Rennes à l'occasion de notre 37e congrès national. C'est une grande fierté pour toutes celles et ceux qui ont œuvré à l'organisation de cet événement que de voir la nef, ce lieu historique, devenu un magnifique amphithéâtre qui joue aujourd'hui à guichet fermé. Quelques mois après, et on se faisait le calcul que finalement, c'était il n'y a même pas 8 mois que nous étions à Ajaccio, très nombreux déjà, nous voilà de nouveau réunis pour ces 2 journées qui seront conviviales, inspirantes et studieuses. À notre image finalement, et vous avez vu que ce lancement par Calixte de Nigremont montre bien à quel point nous saurons faire tout ça à la fois, et grâce à chacune et à chacun d'entre vous. À toutes et à tous, bienvenue dans ce lieu magnifique à Rennes, en Bretagne. Sans plus attendre, car je reprendrai la parole tout à l'heure, je cède le pupitre à Monsieur Yannick Nadezan, premier adjoint à Madame la maire de Rennes. Merci beaucoup, que je vous prie de saluer et d'accueillir chaleureusement. Bravo! Bravo! Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Jean-Luc, Monsieur le Directeur, Madame la Présidente de la FNADEPA régionale. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Rennes, dans ce lieu magnifique qu'est le couvent des Jacobins, lieu historique qui nous permet d'ailleurs de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre nationale, d'autant plus que c'est ici qu'a été signé le traité de rattachement de la Bretagne à la France il y a quelques années maintenant, et qui font que nous appartenons au même pays et que nous avons le plaisir d'accueillir ce congrès. Ce congrès qui est d'ailleurs le 3e en quelque temps, qui porte sur la question du vieillissement des personnes âgées, puisqu'il y a quelque temps, nous accueillions le congrès H3, c'était en mars, le congrès de l'UNIOPS, c'était en mai, et donc celui de la FNADEPA aujourd'hui. Ce qui nous permet aussi de renouer avec ce qu'était ce lieu il y a quelques siècles maintenant, c'est-à-dire un lieu de réflexion, de confrontation d'idées, un carrefour intellectuel, et c'est ce que nous avons souhaité faire de nouveau en faisant revivre ce lieu, et nous espérons que vous y plairez et que vous y aurez des travaux fructueux, ce dont nous ne nous doutons pas. On vous accueille aussi d'une certaine manière comme des collègues. D'ailleurs, certaines personnes du CCAS et de la ville de Rennes sont présentes aujourd'hui, puisque nous sommes gestionnaires aussi de services et d'établissements. Nous sommes gestionnaires d'un SAD, d'un SIAD, 1300 bénéficiaires au total, et puis de 6 EHPAD et d'une résidence autonomie. Donc ces sujets, nous y sommes aussi nous-mêmes confrontés, et nous sommes non seulement territoire d'accueil, mais nous sommes aussi gestionnaires comme vous. Les réflexions que vous portez, elles sont d'autant plus nécessaires que nous sommes confrontés au moins à 2 chocs qui nous nécessitent pour nous de regarder devant et de nous interroger sur comment nous pouvons nous y adapter. Le premier, c'est le choc démographique, celui du vieillissement de la population. Le deuxième, c'est celui du virage domiciliaire. Les chiffres, ils sont connus, mais parfois ils méritent d'être rappelés. En 2040, plus d'1 habitant sur 4 de notre pays aura plus de 65 ans. Plus de personnes âgées en moyenne, donc, mais aussi plus de personnes plus âgées. La deuxième tendance, donc, le virage domiciliaire, avec une aspiration qui est très forte et dont on sent bien qu'elle va continuer. Et
Une des approches que nous avons en commun, c'est de justement essayer de ne pas opposer la logique des établissements et celle du domicile, et d'aller vers le développement de ce qu'on peut appeler les EHPAD ressources, les EHPAD hors les murs, et de faire en sorte que les plateformes, ces ressources dont nous bénéficions avec nos établissements, elles puissent servir plus globalement le territoire et agir en interconnexion, en mettant au service du plus grand nombre les ressources que nous avons pour les personnes âgées. Évidemment, le modèle, il est d'autant plus interrogé, c'est l'actualité, que le mode de gestion privé à but lucratif connaît des dérives, je ne m'y étends pas, mais c'est aussi un sujet de questionnement, et moi, pour être honnête, je fais partie des personnes qui considèrent que les services et établissements pour personnes âgées ne devraient pas être à but lucratif. Mais pour autant, il y a toute une série de sujets sur lesquels, quel que soit le mode de gestion, nous sommes interrogés. Les difficultés de recrutement, l'inadaptation du bâtimentaire à ce que sont les personnes âgées aujourd'hui et les exigences que nous portons en commun pour la qualité de l'accueil. Cela nécessite des projets d'ampleur, une ambition nationale, une approche en termes de projets de société, et aussi reconnaître une chose qui, parfois, dans l'opinion publique, est un peu difficile, c'est la pluralité des personnes âgées. Il n'y a pas une personne âgée, mais une grande diversité de profils. Et l'adaptation à cette diversité de profils, elle doit être nourrie de cette ambition. Ces ambitions, ces enjeux d'approche, je dirais, publique, en tout cas de sujets publics, même s'ils sont portés ensuite par des acteurs privés, elle doit aller de pair avec la question de l'anticipation. C'est un des sujets de votre congrès. On a eu, il y a longtemps maintenant, la DATAR, qui était un opérateur, un service de l'État qui était au service de cette vision de l'anticipation. Sans doute faut-il faire autrement aujourd'hui, mais sans doute que le manque d'ambition publique qui s'est installé de manière structurelle ne nous a pas aidés à être dans la question de l'anticipation. Il est heureux que des acteurs comme vous s'en saisissent face aux sujets majeurs, aux enjeux majeurs auxquels nous devons faire face. Mais ces ambitions-là, cette prospective, cette anticipation, elle se doit aussi d'être réaliste, et c'est très bien de pouvoir le faire avec des acteurs de terrain comme vous, d'autant plus après une période très compliquée qui a amené à beaucoup d'interrogations. Et je tiens d'ailleurs au passage à saluer l'engagement qu'a été le vôtre de manière très délicate ces dernières années dans le cadre de la crise sanitaire. Mais ce réalisme-là, il doit aussi se mêler d'une certaine créativité. Et parce que pour voir devant, il faut lever la tête du guidon, et vous avez eu l'audace de mêler la question de la science-fiction à l'approche pour l'anticipation et à la projection sur nos métiers et sur nos services. Sachez que l'armée, par exemple, a recruté des auteurs de science-fiction pour l'approche sur la question de la sécurité et des sujets de sécurité de demain. Alors si l'armée le fait, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour les personnes âgées. En tout cas, moi je suis persuadé de l'utilité de vos travaux, de cette approche. Je vous les souhaite les meilleurs possibles, et encore une fois, bienvenue à Rennes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier adjoint, pour ces mots qui sont à la fois tellement justes et tellement réconfortants, et merci pour vos encouragements qui nous font chaud au cœur. Monsieur le Président du Conseil départemental, je vous en prie. Bravo! Bien, Monsieur le Président, Monsieur le maire adjoint, Monsieur le directeur régional adjoint, Madame la présidente de la FNADEPA Bretagne, Mesdames et Messieurs les présidents, présidentes, directeurs, directrices, Mesdames, Messieurs. Alors tout d'abord, merci d'avoir fait ce choix de Rennes en Bretagne, Rennes en Ille-et-Vilaine, dans ce site
emblématique avec lequel j'ai aussi eu un parcours commun parce qu'avant d'être président du département, j'ai aussi pendant un certain nombre d'années été le vice-président de la métropole chargé des finances et donc du suivi attentif et minutieux de ce chantier exceptionnel et dont je peux dire que le challenge était exceptionnel. Intervenir sur un site qui avait 800 ans d'histoire, c'était un pari et qu'il n'y a eu aucune dérive de coûts et que les coûts de départ ont été les coûts constatés, et ceci grâce au savoir-faire des équipes, à la qualité des entreprises. Et je peux vous dire que peu étaient ceux qui auraient fait ce pari quand on s'est lancé dans cette aventure. Et depuis, eh bien, ce site, il vit pleinement, il contribue à l'attractivité de ce territoire. Et nous avions eu, nous, départements de France, en 2018, pour la première fois, le congrès des départements de France en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, parce que le site était ouvert depuis quelques mois et il était déjà totalement opérationnel. Alors depuis, beaucoup d'événements, de manifestations majeures se tiennent ici. Le dernier était le congrès national de l'UNIOPS, où il y a eu des débats de très grande qualité. Et je pense que c'est aussi un outil de rayonnement, mais un outil au service du débat, des échanges, des partages d'expériences. Et je crois que dans un contexte bien toujours difficile, ce débat, ces échanges, ils sont irremplaçables parce qu'ils nous permettent de cheminer et d'essayer de trouver la voie, les chemins dans un contexte dont on connaît tous les contraintes. Alors, sur un regard un petit peu départemental, les politiques en direction des personnes âgées sont notre troisième niveau d'engagement à l'échelle d'un département comme l'Ille-et-Vilaine. Le premier poste, c'est la protection de l'enfance. Juste derrière, le secteur du handicap. Et en troisième position, pour plus de 140 millions d'euros dans un budget annuel, eh bien, l'ensemble des dispositifs en direction de nos aînés, alors qu'il s'agisse de dispositifs d'aide d'APA à domicile ou d'APA contractualisés dans des établissements. 55 millions d'euros de budget pour l'APA en établissement en Ille-et-Vilaine. Ce sont quelques ordres de grandeur, et un panel de structures, aussi 180 sur ce territoire. Et l'une de nos fiertés, c'est que 95% de ces structures sont conventionnées, sont habilitées à l'aide sociale départementale, c'est-à-dire des grilles tarifaires, un suivi, un conventionnement, un dialogue de gestion extrêmement régulier entre nos équipes et les structures qui permet de se projeter dans ces fameux CPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mais je crois que c'est aussi ce qui donne de la lisibilité, de la sécurité, de la capacité à se projeter, y compris bien sûr dans des contextes, et on sait à quel point la crise sanitaire a été un moment de bouleversement pour les uns et pour les autres, mais de garder cette lisibilité. Alors nous y employons bien sûr avec la mobilisation de nos équipes. Alors, dans un contexte dont je dois redire, et je ne suis pas le président de département de France le mieux placé pour le dire, parce qu'il se trouve que l'Ille-et-Vilaine est sur cet axe qui a de la chance d'être là où il est, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Monsieur le Président, je crois que c'est un territoire que vous connaissez bien. Eh bien, il y a une dynamique de croissance, une vitalité, une activité, une attractivité économique, des transactions immobilières et des droits de mutation qui nous aident à faire face. Mais quand j'échange avec mes collègues de la Creuse, de la Lozère, de la Haute-Saône, eh bien, je peux vous dire que ce sont de toute autre considération et que leurs enjeux à eux, c'est la lutte contre la désertification, c'est le vieillissement massif de la population, et c'est donc des volumes à la fois de dépenses croissantes dans des proportions très fortes et par contre de recettes déclinantes. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là, mais je le redis avec beaucoup d'humilité, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est tout simplement que nous avons la chance d'être au bon endroit sur cette façade atlantique qui nous aide à faire face. Et malgré cela, eh bien, les difficultés sont importantes parce que nous avons ces 2 dernières années multiplié les initiatives de soutien et d'accompagnement à tous nos partenaires. Alors certains relevaient de l'accompagnement direct de l'Agence régionale de santé, notamment tout ce qui relève du champ de l'EHPAD au sens strict, mais à côté de l'EHPAD, il y a par exemple les résidences autonomie, il y a de très nombreuses structures. Et le département d'Ille-et-Vilaine, à une époque où les masques étaient une denrée rare et chère, en a déployé 6 200 000 sur ce territoire dans plus de 343 structures partenaires. Et je crois que nous avons réussi ainsi à passer un cap extrêmement anxiogène, avec vraiment parfois des tournées à la journée,
100 sites distribués avec des paquets adaptés au nombre de salariés, au nombre de résidents, mais on a réussi à faire ce travail et si nous avons pu le faire, c'est que nous avons une connaissance extrêmement fine avec un réseau, 22 centres départementaux d'action sociale qui maillent tout le territoire départemental et cette connaissance fine, l'habitude de travailler ensemble aussi aura permis de faire face, alors bien sûr, avec beaucoup de difficultés. Alors les autres enjeux, eh bien, nous avons des impacts budgétaires extrêmement forts. Alors parce que nous voulons travailler sur tous les axes, et Yannick l'a dit, toujours en complémentarité, le maintien à domicile, l'hébergement en structure, eh bien l'avenant 43, nous nous sommes mobilisés pour participer à son financement. Le Ségur dans les établissements qui ne relèvent pas de l'intervention directe de l'Agence régionale de santé, eh bien, nous sommes aussi mobilisés et depuis quelques mois, nous travaillons aussi à la question du déploiement du Ségur dans la fonction publique territoriale et là aussi avec beaucoup de difficultés d'explication, de compréhension entre les limites, les cadres d'emploi, les fonctions, est-ce qu'on est à 50% de fonctions éducatives, socio-éducatives principales ou pas, c'est toutes ces difficultés qui sont les nôtres et sur ce seul budget 2022, ce sont 13 millions d'euros que nous déployons pour accompagner l'ensemble de ces mesures dans la totalité de ces instances. Donc vous le voyez, un challenge compliqué. Et puis je voudrais aussi vous redire, méfions-nous parfois des messages un peu simples, et y compris qui peuvent, à titre individuel, on peut se dire que dans l'immédiat c'est une bonne chose, et je ferai référence à l'impact de la suppression de la taxe d'habitation. Alors, vous et moi, on en bénéficie, donc on se dit, tant mieux. Mais c'est une mesure qui, à l'échelle nationale, eh bien, coûte 23 milliards d'euros. Dans un contexte où il y a eu une explosion des déficits, eh bien, ces 23 milliards, que ne ferait-on pas s'ils étaient toujours dans la sphère des politiques publiques? Parce qu'aujourd'hui, elles n'y sont plus. L'État a compensé aux communes, les communes ont repris le foncier bâti des départements, et les départements, aujourd'hui, n'ont plus aucune ressource fiscale avec un pouvoir de taux. Donc, pour faire face à tous ces enjeux du moment, je crois que bien, nous aurions cruellement besoin de cette capacité d'action qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est bien le coût de cette réforme. Donc parfois, interrogeons-nous sur, quand on dit priorité absolue, baisse des prélèvements obligatoires, eh bien aussi c'est en face moins d'actions publiques et dans des domaines, bien sûr, où ces financements sont totalement cruciaux. Et puis, vous le savez, les départements, comme les autres collectivités, ont été pendant plusieurs années astreintes à ce qu'on appelait les contrats dits de Cahors, avec un encadrement normé du taux d'évolution de nos dépenses, mais les départements étaient certainement les collectivités les plus impactées par cette mesure, parce que ce taux de 1,2% ne concernait que les dépenses dites de fonctionnement. Or, dans un département, 85% des dépenses sont dites de fonctionnement. Alors, non pas pour la structure départementale, mais pour les prestations, l'APA, la PCH, l'ensemble, le revenu de solidarité active, l'ensemble, la protection de l'enfance, ce ne sont que des dépenses de fonctionnement. Dans le domaine des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, 98,5% des budgets sont des budgets dits de fonctionnement. Donc, il y a eu cette opposition un petit peu caricaturale entre l'investissement qui serait noble par nature et le fonctionnement qu'il faudrait juguler et contraindre. Mais notre raison d'être et nos missions sont bien l'accompagnement au quotidien. Et quand je visite une structure, c'était encore le cas hier où nous avions participé au financement de l'investissement, mais je le dis, ça c'est la partie visible et c'est en une seule fois, et quand c'est fait, par principe, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc quand on apporte 200 000 € de subvention d'investissement ou 400 000, par contre, la même structure, elle peut chaque année bénéficier de 500, de 600 000, de 800 000 € de budget annuel de reconduction. Et cela, c'est la partie peu visible et sur laquelle il faut continuer d'avoir une vision aussi offensive que possible parce que ce sont bien des enjeux majeurs et de qualité de vie au quotidien. Et nous aurons aussi à retenir de cette période difficile de la pandémie. Alors il se trouve, parce que un président, c'est aussi tout simplement un citoyen. Le citoyen que je suis, il se trouve que j'ai une mère, j'ai une belle-mère qui sont toutes les deux dans des structures EHPAD, distantes de 80 km l'une de l'autre, et qui ont vécu cette période du confinement intégral, de l'arrêt des visites, des difficultés de relation. Et j'ai pu mesurer aussi au quotidien la difficulté de la relation dans ce triangle entre les personnels et leurs équipes de direction, les résidents, les familles, la mise sous tension des uns face à face, souvent,
l'incompréhension qui a pu résulter de tout cela, parce que ces mesures, elles étaient dures, elles étaient humainement éprouvantes pour chacun. Et donc je crois qu'au moins tirons toutes les conclusions possibles de cette épreuve pour qu'à l'avenir, on soit mieux préparé. Alors, personne n'était préparé à ça, et en le disant, je ne fais le procès de personne, le département n'était pas préparé. Mais aujourd'hui, nous savons que ces épreuves peuvent exister, et donc, par exemple, le département d'Ille-et-Vilaine a mis dans le cadre de son plan de relance départemental une enveloppe de 6 millions d'euros disponible immédiatement pour l'humanisation des structures, faire que l'on puisse recevoir, préserver les liens sociaux, recevoir les familles dans des conditions sanitaires sécurisées, parce qu'on a vu des choses, eh bien, il n'y avait pas d'autre solution, mais y compris que de monter de petits cabanons sur des pelouses pour essayer de se mettre à l'abri des intempéries et respecter l'ensemble des contraintes sanitaires, c'était quand même pas des conditions tout à fait acceptables dans un pays aussi développé que le nôtre. Donc ce sont tous ces enjeux-là qui sont devant nous, et nous le savons aussi, un enjeu démographique majeur, parce que d'ores et déjà, les plus de 80 ans dans notre territoire progressent 4 fois plus vite que la population totale. D'autres départements avaient déjà amorcé cette trajectoire avant nous, mais du coup, chez nous, la vague sera d'autant plus importante qu'elle aura été différée. Et je veux dire, ceux qui sont nés dans ces années de forte croissance démographique, les années 46, 47, 48, qui vont arriver de plus en plus, eh bien, nous savons que nous allons passer de environ 500 personnes potentiellement dans ces grands âges par an en plus à 3000 de plus chaque année dans un horizon de 5 ans. Donc, bien évidemment, il faudra réfléchir à tout cela. Donc, ces temps d'échange que vous aurez, vous vous projetez, je crois, 2050. Donc, c'est le temps long, mais bien sûr, il y aura de la progressivité dans tout cela. Donc, merci d'avoir pris cette initiative pour ce temps d'échange et de partage. Et tout au long de cet après-midi, notamment, c'est ma collègue Armelle Billard, qui est la vice-présidente en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, qui prêtera toute l'attention à des travaux que je souhaite aussi riches et fructueux que possible. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir redit à quel point les politiques publiques locales sont des politiques publiques fortes et engagées. Et vous en êtes la preuve dans ce département. Et pour avoir échangé avec Laurent et avec un certain nombre de nos adhérents de ce département, on sait le soutien que vous avez apporté dans une vraie cohérence avec la RS Bretagne. Et je le dis parce que ce n'est pas toujours vrai. Donc, merci d'avoir fait ça. Et puis aussi, je note qu'on ne manquera pas, sans doute, de faire appel à votre aide, à votre accompagnement pour aussi discuter avec l'ADF, parce que nous avons des sujets importants à traiter avec l'Assemblée des départements de France, nous, FNADEPA, nous, Fédération nationale, et qu'on ne manquera pas aussi de vous solliciter dans ce cadre-là. Merci en tout cas. Monsieur le directeur général adjoint. Bravo. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de votre invitation, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire adjoint, cher Yannick, Madame Lécuyer, chère Marie, on est toujours ravis à l'ARS de donner suite aux différentes sollicitations de la FNADEPA. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à la FNADEPA, il y a un principe d'œcuménisme qui nous touche beaucoup. On retrouve effectivement les acteurs du public, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, les acteurs privés, privés associatifs, privés commerciaux. Et cela, je pense qu'effectivement, ça nous donne un cadre de dialogue et d'échange pour pouvoir vraiment polariser notre propos autour de l'intérêt souverain, finalement, de la personne âgée, de la personne qu'on accompagne. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très bien. Aussi, autre intérêt de pouvoir dialoguer avec vous, c'est le fait que, et c'est ce qu'on ressentait déjà avant la crise, on perçoit un sentiment d'isolement des équipes de direction. Et je crois qu'avec la crise, ce sentiment s'est véritablement amplifié. Et on peut toujours compter sur la FNADEPA, justement, pour pouvoir créer les conditions du dialogue entre les directeurs, entre les équipes de direction des EHPAD. Je le vois bien d'ailleurs, Marie Lécuyer est à la fois bien sûr une actrice forte des conditions et de l'animation de ce dialogue au niveau de la région, mais aussi plus proche dans son département, en tout cas dans le département du Morbihan, une actrice majeure pour pouvoir développer effectivement des cadres de dialogue au travers d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui a facilité effectivement, on va dire, la construction de réponses coordonnées au sein du secteur des personnes âgées et qui a été effectivement, on va dire, un atout mais extrêmement précieux pour pouvoir justement assurer la résilience des équipes de direction, des équipes en général des EHPAD, avec souvent des réussites tout à fait spectaculaires qu'on a pu constater effectivement dans le Morbihan. On est bien heureux, bien sûr,
les uns et les autres de pouvoir vous accueillir en Bretagne. Je me félicite qu'on puisse vous accueillir ensemble, parce que c'est un des sujets qu'on peut aborder, on va dire, ou en tout cas qu'on peut caresser, c'est qu'on a un secteur des politiques publiques, effectivement, qui nous invite à nous coordonner. L'alignement stratégique, c'est que véritablement, entre les acteurs, ça va être véritablement un enjeu fort pour vous, nous. Je pense que d'ailleurs, réussir seul, c'est une oxymore, que finalement, en fait, réussir ensemble, on est dans le pléonasme, et je suis bien heureux, effectivement, de pouvoir vous accueillir tous ensemble, et puis de vous voir aussi nombreux dans cette salle. Alors, quelles sont finalement nos attentes et nos priorités, puisque vous avez une belle ambition autour de ce congrès en anticipant, en se projetant d'ici à 2050. Alors bien sûr, et vous l'avez rappelé les uns et les autres, les attentes de la population qui évolue, une population dont le profil démographique évolue avec un phénomène de vieillissement, je n'y reviendrai pas, qui bien sûr s'accentue, et avec une singularité en tout cas pour la Bretagne, avec une pression démographique qui nous invite effectivement à pouvoir adapter, ce qui est toujours douloureux, qui nous met en tension, les infrastructures, les équipements, les services apportés à la population au regard de l'augmentation nette de la population et aussi de son vieillissement. Il y a beaucoup de gens qui viennent vieillir en Bretagne, c'est heureux parce que c'est une très très belle région, on peut tous les comprendre, mais ça nous indique effectivement, comme l'indiquait le président du conseil départemental, à avoir une gestion budgétaire extrêmement rigoureuse pour pouvoir adapter l'offre en établissement, l'offre de services à l'expression des besoins qui se présentent localement. Répondre donc au virage domiciliaire, mais même peut-être de manière plus globale, travailler à la gradation des accompagnements. On doit bien sûr trouver des solutions au plus près du domicile, soutenir le domicile. On a d'ailleurs ici même à Rennes, développer, comme dans d'autres régions, des solutions de type EHPAD hors les murs ou DRAD qui permettent, et en tout cas les résultats sont manifestes, d'accompagner des personnes qui présentent des niveaux de dépendance importants, des niveaux de grille GIR1 avec des troubles Alzheimer et apparentés. Donc il n'y a pas forcément une opposition, on va dire, de la solution qui peut être proposée, qui est le domicile, avec des besoins d'accompagnement de la perte d'autonomie qui vont en s'amplifiant. Mais aussi, et c'est toutes les réflexions qui sont conduites actuellement au travers de la feuille de route qui a été confiée au professeur Jandel et à Marc Bourquin, c'est comment on arrive à mettre en place aussi, territoire par territoire, des solutions qui permettent de prendre en soin, d'accompagner, d'apporter des accompagnements sociaux et tout à fait humanisés. J'étais tout à fait sensible à votre propos, Monsieur le Président du Conseil départemental, parce qu'effectivement, l'humanisation est aussi un enjeu fort pour nous. Comment on peut étayer les appuis sanitaires aux établissements, mais il ne s'agira bien sûr jamais de renoncer, effectivement, on va dire, à l'animation, au projet social qui doit bien sûr guider l'ensemble de nos réflexions. Autre sujet, donc je vois qu'effectivement, on va dire, le propos, les réflexions vont porter effectivement sur des ambitions, on va dire, avec une vision très profonde jusqu'en 2050. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de regarder aussi les préoccupations que nous avons présentement. C'est un peu les logiques, on va dire, fin du monde, fin du mois. Et la fin du mois, c'est bien sûr le sujet majeur de l'attractivité des professionnels. Le sujet majeur, c'est comment nous allons préparer cette période d'été, qui ne sera pas simple, parce qu'effectivement, on a des professionnels qui ont besoin de se reposer, des professionnels qui ont besoin de prendre des congés, et on a aussi effectivement des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, et donc de pouvoir assurer la continuité et les accompagnements. À ce sujet-là, l'ARS a pris toutes ses responsabilités. D'abord, quand il s'agissait, y compris en animant des travaux parfois un peu douloureux, de construire des schémas de solidarité territoriale pour, par exemple, on va dire, prendre des options dans le champ sanitaire pour pouvoir assurer les accompagnements médico-sociaux, nous l'avons toujours fait et nous le ferons toujours. Nous sommes aussi résolument engagés dans un plan d'action en termes de ressources humaines, donc, et encore une fois, pas tout seul, réussir seul, c'est encore une fois une oxymore, mais avec les collectivités territoriales, avec les partenaires pouvoirs publics, que ce soit les l'OPCO Santé, la NFH, Pôle emploi, etc., le conseil régional, bien entendu. Nous avons pu travailler sur un plan d'action, une feuille de route, et nous avons désormais un cadre de gouvernance qui nous permet de travailler sur les sujets, tant au niveau régional qu'au niveau départemental, avec une gouvernance qui est désormais bien construite en Bretagne. Nous avons déjà quelques résultats qui me semblent vraiment significatifs, comme par exemple dans la mise en œuvre du plan d'urgence de recrutement pour les métiers d'autonomie du grand âge.
400 personnes ont pu bénéficier d'une formation de 70 heures, qui a été pour des agents des services et des agents de services hospitaliers un véritable rebooster en termes de motivation, parce qu'effectivement, on va dire, la motivation a pu être un peu entamée, on va dire, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid, mais aussi, sur ces 400 personnes, désormais, il y en a 100 qui sont en formation en IFAS, parce qu'ils ont permis, ce dispositif permettait effectivement de pouvoir contourner les fourches codines de la sélection à l'entrée aux instituts de formation aux aides-soignants. Donc, nous avons augmenté notre vivier. Sujet très important pour nous, bien sûr en France, mais aussi en Bretagne. Nous sommes dans une économie, et c'est heureux, de plein emploi, mais pour le coup, qui nous conduit effectivement à proposer, effectivement, on va dire, des nouveaux services, des nouveaux parcours professionnels pour accroître le vivier, alors qu'effectivement, il y a d'autres champs économiques, comme notamment l'industrie agroalimentaire, mais aussi le tourisme, les services, le commerce, avec lesquels nous sommes en concurrence, et donc il s'agira bien sûr de pouvoir travailler ce sujet. Nous l'avons travaillé donc en augmentant, essayant d'augmenter le vivier, avec le Ségur en augmentant les conditions d'attractivité salariale en termes de rémunération, parce qu'il peut y avoir aussi, on va dire, ces réflexions-là dans les arbitrages que peuvent prendre des candidats par rapport à cela. On a eu, bien sûr, et comme dans d'autres régions, des petites difficultés pour pouvoir compenser intégralement et immédiatement le Ségur, mais je suis convaincu que cette année, nous parviendrons effectivement à pouvoir tendre vers cet objectif de bonne adéquation des compensations sur vos dotations soins avec les besoins de financement par rapport à la revalorisation du CTI Ségur. Mais il y a aussi d'autres sujets sur lesquels il va falloir bien sûr travailler, c'est aussi donner une perspective aux professionnels, travailler, lutter contre la sinistralité. Nous avons désormais des indicateurs en termes de sinistralité qui sont plus préoccupants que par exemple dans le secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics. Et c'est un véritable sujet sur lequel nous devons nous polariser. Donc grâce aux investissements du quotidien, grâce effectivement, on va dire, au dialogue en termes de formation, d'accompagnement avec les partenaires de la formation professionnelle, nous emploierons bien sûr à travailler avec l'ARACT, avec la CARSAT, nous travaillerons effectivement sur le sujet de développer, d'améliorer la qualité de vie au travail, de lutter contre la sinistralité, parce qu'il me semble que c'est un sujet qui est très très important. Et aussi, un dernier facteur d'attractivité, faire en sorte que les professionnels puissent porter leurs projets. Et c'est bien normal, on le voit très bien lorsqu'effectivement on manque parfois de bras pour pouvoir assurer les bons accompagnements au quotidien, parfois on renonce à cela. Je pense qu'effectivement, et la FNADEPA peut véritablement apporter un véritable outil, c'est-à-dire en impulsant, en animant territoire par territoire des beaux projets territoriaux, parce que d'abord on en a besoin, et en plus je pense qu'ils répondent positivement à une expression des professionnels qui souhaitent s'engager dans le secteur. C'est aussi, et c'est en cela aussi où on compte bien sûr sur la FNADEPA, développer la coordination des acteurs, être participer pleinement avec les dispositifs d'appui à la coordination territoriale, avec les communautés professionnelles territoriales de santé, avec le travail très dense que nous engageons autour de la mesure 5, excusez-moi d'être technique, la mesure 5 du pacte de refondation des urgences, qui permet de pouvoir améliorer les parcours de santé et de vie des personnes âgées. Nous investissons 5 millions d'euros sur cette mesure 5 pour pouvoir effectivement, on va dire, éviter les passages aux urgences, améliorer les partenariats entre la ville, l'hôpital, les dispositifs d'appui à la coordination territoriale, la filière gériatrique, finalement, comment on peut la restructurer. En quelques mots, et dit plus simplement, c'est tout à fait cela. Donc, nous investissons 5 millions d'euros, effectivement, pour pouvoir travailler là-dessus. Et puis, aussi, je pense que ça a été une initiative qui a été, je crois, saluée par les acteurs du secteur. Dans la crise, puissamment et en urgence, nous avons décidé de doter chaque EHPAD en Bretagne de compétences d'infirmiers hygiénistes. Parce que, et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président, nous n'étions pas préparés à cette crise. Et il s'agit pour nous de pouvoir anticiper désormais, d'apporter une aide, pas quelqu'un effectivement qui va vous superviser vos travaux, mais qui sera là au soutien pour pouvoir effectivement anticiper, prévenir l'introduction d'une maladie infectieuse et pour pouvoir rapidement, puissamment, on va dire, proposer, on va dire, des cadres organisationnels. Et pour cela, vous avez besoin de compétences. Nous aurons besoin de compétences territoire par territoire. Et là aussi, encore une fois, on compte sur la FNADEPA pour pouvoir développer ces coopérations. Et nous prendrons nos responsabilités, nous positionnerons des moyens pour pouvoir apporter des réponses sur les enjeux forts comme les ressources humaines et l'attractivité, sur la prévention, la perte d'autonomie. Nous travaillons actuellement avec beaucoup de volontarisme sur le plan anti-chute,
nous travaillons encore une fois, bien sûr pas tout seul, mais aussi avec de nombreux partenaires de la prévention et notamment dans le cadre des conférences des financeurs de la prévention de la dépendance et du développement de la promotion de l'autonomie. Donc c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons effectivement travailler là-dessus, mais pour ces sujets, on va dire, qui requièrent une forte technicité, sans doute une forte complexité, comme la transition numérique, etc., nous aurons besoin de coopération territoriale et de créer territoire par territoire des centres de ressources qui permettront d'apporter un appui aux établissements et aussi aux services qui interviennent dans le secteur des personnes âgées. Il s'agit bien sûr d'améliorer la performance aussi de l'outil de travail. J'ai parlé de la qualité de vie au travail et effectivement les nouvelles générations de professionnels qui demandent aussi une séparation plus nette entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça doit nous inviter aussi, là encore, de ressort d'attractivité, de regarder quels sont les bons rythmes de travail pour pouvoir faciliter cette bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Et puis aussi, c'est pleinement se saisir des possibilités ouvertes avec le Ségur Investissement. Je peux me féliciter en Bretagne. Et j'ai fait d'autres régions, donc je peux vous le dire que là, pour le coup, c'est une particularité. Nous avons une excellente qualité de dialogue avec les collectivités territoriales et notamment avec les conseils départementaux. Voilà, sans trahir un secret, on a d'ailleurs un échange la semaine prochaine avec Monsieur le Président, Monsieur Chenu, pour lequel voilà, nous avons effectivement des rendez-vous périodiques pour pouvoir travailler cela. Chaque opération du Ségur Investissement, parce que ce n'est pas qu'un sujet bien sûr pour l'État, mais c'est aussi un sujet pour lequel effectivement les collectivités territoriales et les conseils départementaux aussi travaillent pleinement. On peut se satisfaire, ou en tout cas on peut se féliciter que chaque opération d'investissement sera cofinancée par l'Agence régionale de santé et par les conseils départementaux de façon à pouvoir amplifier le taux d'aide et apporter un véritable effet de levier, parce qu'on parle de l'humanisation, on parle de l'ouverture vers l'extérieur, mais on a aussi parfois des sujets qui peuvent être abordés de manière un peu plus prosaïque, mais effectivement aujourd'hui, un établissement où on a des chambres, et d'ailleurs je dis chambre parce que c'est plus forcément un lieu de vie où on a deux personnes qui doivent cohabiter, on se rend bien compte que ce ne sont plus des conditions dignes d'accompagnement et il faut profiter de cette possibilité, de cette opportunité pour pouvoir effectivement rompre avec toutes ces logiques. Le Ségur Investissement, c'est 1,5 milliard d'euros sur 5 ans pour les EHPAD, pour financer la transformation du bâti et puis pour porter des objectifs concrets, là encore pour inciter au rapprochement entre les acteurs, entre les territoires, pour mieux répondre aux besoins spécifiques et notamment ceux qui sont liés à l'augmentation de la prévalence et de l'incidence des maladies Alzheimer et apparentées, pour ouvrir les EHPAD sur les coopérations avec les acteurs de santé, les acteurs du domicile, et pour surtout développer le sentiment d'être chez soi et d'avoir la pleine autonomie, y compris en institution. Nous continuerons à investir aussi sur le numérique, 600 millions d'euros sur 3 ans au niveau national pour doper l'investissement numérique dans le médico-social afin de les inclure pleinement dans la transition numérique de notre système de santé. Nous savons qu'il y avait un véritable besoin d'accompagnement en proximité et nous avons recruté une vingtaine d'agents pour pouvoir, territoire par territoire, vous accompagner. Je crois qu'il y a un collectif d'ailleurs qui permet de pouvoir co-construire effectivement le développement, le déploiement du Ségur numérique. Je pense que c'est vraiment très très important et je remercie encore l'ensemble des acteurs qui participent à la définition des grandes orientations sur ce sujet majeur qui est la transition numérique. Et puis, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est les investissements du quotidien, c'est 10 millions par an en Bretagne qui permettent, je crois, d'apporter une véritable plus-value tant sur la qualité de vie au travail pour les professionnels que dans la qualité des accompagnements. Et puis, et je terminerai par là, donc last but not least, les attentes des usagers et des familles. On vit dans le contexte post-Orpea. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nous incriminer, mais nous devons collectivement nous montrer démonstratifs pour montrer qu'effectivement, il y a une réaction, on va dire, collective par rapport à ce sujet ou à ce scandale qui a pu émerger. Et donc, il s'agira pour nous de pleinement investir les logiques d'évaluation qui ont été repositionnés, formalisés. Je pense qu'on est les uns et les autres prêts et vraiment volontaires pour pouvoir pleinement nous y engager. C'est aussi pour pouvoir tenir compte de l'expression des usagers, des résidents, des personnes accompagnées, de leurs proches, de leurs familles, des personnes qualifiées aussi, qui étaient parfois un peu sorties de nos radars, si vous permettez cette expression un peu prosaïque, mais aussi, oui, les personnes qualifiées pour pouvoir instiller une démocratie et que dans les grands choix finalement de gouvernance d'une structure ou d'un territoire, comme par exemple une opération d'aménagement architectural, eh bien, les résidents, les personnes accompagnées soient pleinement engagés, participent pleinement aux choix qui les concernent. Penser l'action publique au service de la pleine citoyenneté des personnes âgées, c'est un peu, on va dire, l'idée directrice qui nous guide.
Le thème de votre congrès est ambitieux, vieillir en 2050. On sera donc très curieux à l'ARS de découvrir le fruit de vos réflexions pour guider les orientations que nous devrons nécessairement prendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Avec bien sûr, dans le cadre des réflexions autour de la nouvelle branche autonomie, un sujet qui est très, très important et qui effectivement milite là encore pour un meilleur alignement stratégique des acteurs autour des politiques d'autonomie, avec bien sûr les nouvelles autorités qui se mettent en place. On verra d'ici une dizaine de jours ce qui sortira des urnes, et puis aussi, en tout cas à un niveau nettement moins agrégé et plus humble, nous allons nous engager dès le mois de septembre dans les réflexions autour du nouveau projet régional de santé. Je suis sûr qu'effectivement que le fruit de vos travaux sera une source d'inspiration utile. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup d'avoir à la fois rappelé les difficultés et puis d'avoir vraiment apporté des solutions. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apporter ces solutions-là. Vous en avez apporté un certain nombre. Merci pour ce que vous avez apporté. Et puis, je note aussi que vous avez pris au mot, au fond, la FNADEPA de Bretagne, d'être des acteurs de territoire. Et je suis sûr que vous serez largement entendus sur ces sujets-là. Madame la Présidente. Merci, cher Président. Alors, moi, je ne vais pas parler toute seule. Je vais appeler avec moi tous mes collègues bretons qui vous ont chaleureusement accueillis ce matin à venir me rejoindre sur scène. Pour paraphraser Monsieur Lahoussine, on réussit mieux ensemble, donc venez autour de moi. Bonjour à tous, quelle joie pour nous de vous accueillir ici à Rennes pour ce 37e congrès de la FNADEPA. Au nom de la FNADEPA Bretagne, dont vous voyez une petite partie ici, parce qu'on n'a pas pu réunir tout le monde, je voudrais remercier en premier lieu les représentants officiels bretons qui nous honorent de leur présence, Monsieur le Premier adjoint au maire, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Directeur général adjoint, Monsieur Lahoussine, et cher Jean-Pierre, merci à tous. Votre présence nous honore et est plus que jamais importante à nos yeux. En effet, l'action de la FNADEPA ne se résume pas à un entre-soi, mais elle est vraiment ancrée dans les politiques publiques qui touchent le grand âge. Et merci à vous de nous accorder de votre temps et de nous montrer l'importance des travaux que nous allons avoir. Mes chers collègues, enfin, nous avons la joie de vous recevoir ici, à Rennes, dans ce magnifique lieu chargé d'histoire, le couvent des Jacobins. Je voudrais vous dire au nom de toute la FNADEPA Bretagne que c'est une immense joie pour nous de vous accueillir ici. Ça fait presque 3 ans qu'on se prépare, puisque normalement ce congrès devait avoir lieu en 2020. Donc depuis 2019, on est chaud, on est motivé pour vous organiser un super congrès. Donc on est vraiment contents. On est en juin 2022, nous y voilà enfin. Et je peux vous dire du fond du cœur, au nom de toute l'équipe ici, que c'est vraiment un bonheur et une grande satisfaction pour nous de vous réunir ici. Comptez sur nous pour vous accueillir comme il se doit. On est motivés comme jamais. On a bien l'intention de vous montrer qu'en Bretagne, il fait beau et qu'on sait recevoir. Donc, vous ne devriez pas être déçus. Ce congrès, on l'attendait tous, parce qu'il se tient à Rennes, d'abord un peu, forcément, mais aussi parce que c'est une occasion de reprendre notre souffle et de faire un pas de côté. Ce n'est pas à vous que je vais faire le couplet sur les 2 années difficiles qu'on vient de traverser et sur l'impact à la fois physique et psychologique qu'a eu cette crise sanitaire pour l'ensemble des directeurs. Et ensemble, pendant ces 2 jours, on vous propose de recharger nos batteries grâce à la recette unique dont seule la FNADEPA a le secret, allier la réflexion de fond et la convivialité. La réflexion d'abord, puisque notre réflexion sur les vieux de demain sera au cœur de ces 2 jours. Et elle nous invitera, grâce à des intervenants brillants, à nous projeter sur ce que seront les personnes âgées en 2050. Et c'est une réflexion fondamentale pour orienter nos évolutions à venir. Dernièrement, on a été interrogé par différents médias dans la préparation de ce congrès sur « mais en fait, vous avez déjà des problèmes aujourd'hui, pourquoi se projeter sur 2050 ?» Et en fait, les 2 sont liés, c'est important de réfléchir aux choses qu'il faut faire évoluer aujourd'hui et en même temps, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion sur 2050. Donc ça, c'est l'aspect réflexion et la convivialité, comme seule la FNADEPA en a le secret, car je pense aussi que c'est ce qui fait la force de notre réseau, la convivialité, la cohésion et la chaleur des relations humaines.
À la FNADEPA, on le sait tous, on maîtrise la convivialité comme personne, mieux qu'aucune autre fédération. Là, je voulais vous citer des noms, mais on m'a dit que c'était pas très cool, donc je vais m'abstenir. Ou sinon, je peux en citer 3, comme ça. Non, 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 Annabelle me dit que c'est pas correct, donc je le ferai pas. Bon, on sait tous que c'est nous qui maîtrisons mieux que personne ce sujet. Pour parler plus sérieusement, je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est l'un des secrets de la longévité des directeurs. Savoir allier la réflexion et la convivialité, l'action de terrain et la qualité de vie au travail. Parce qu'en fait, la qualité de vie au travail des directeurs, on n'en parle pas beaucoup. En fait, dans nos établissements, on parle beaucoup de la QVT, mais la qualité de vie des directeurs isolés, accaparés par leurs multiples responsabilités, Monsieur Laoussine en a un peu parlé, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas toujours une réalité. Et je pense que la FNADEPA répond, entre autres, à un besoin de soutien, de cohésion, vous le voyez ici autour de moi, et d'appartenance. Bon, j'arrête là sur la FNADEPA. Je pense que notre cher président en parlera beaucoup mieux que moi. Et puis, moi, je ne suis pas censée parler très longtemps, en fait. Cependant, avant de céder la parole, je voudrais vous réveiller un petit peu. Et j'aurais voulu que tous les Bretons non présents sur scène se lèvent pour qu'on puisse voir un petit peu, et je pense que ça intéresse aussi nos autorités, la proportion de Bretons qui sont dans la salle. Donc, je demande à tous les Bretons pas présents sur scène de se lever. Merci beaucoup. Et je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Merci. Comme vous le voyez, la FNADEPA Bretagne, que j'ai l'honneur de représenter, est une fédération importante, dynamique et en croissance. Actuellement, nous avons plus de 250 adhérents et ce n'est pas fini, comptez sur nous. Donc, je vous applaudis bien fort. Merci à tous pour votre présence et votre dynamisme. Les non-bretons, je ne vais pas demander de vous lever aussi. On a un message à vous adresser du fond du cœur. On vous garde quand même, vous pouvez rester. J'espère que vous trouverez tous, durant ces 2 jours, ce que vous êtes venus chercher. Nous ferons le maximum pour que vous vous sentiez bien. Bon congrès à tous.